Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous parlons du GIP Raspeg. Avec nous, des invités. Nous avons 4 invités pour vous parler du GIP Raspeg. Qu'est-ce que le GIP Raspeg? Quelles sont les missions du GIP Raspeg? Puisque en ce moment, le GIP Raspeg est au cœur de l'actualité, n'est-ce pas? Et on va en parler ce soir avec Lucienne Gaman-Solvar, qui est coordonnatrice des spécialités diabète et obésité de l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci. De métier, vous êtes infirmière péricultrice. Tout à fait. C'est bien ça? Oui, je suis infirmière. Alors, parmi toutes ces dames, il y a un charmant monsieur qui est le docteur Tony Romuald, qui lui est coordonnateur médical au GIP Raspeg. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis, à côté de vous, il y a Madame Nadessin, France-Lise, qui elle est coordonnatrice des spécialités périnatalité et addiction au GIP Raspeg. Bonsoir. Bonsoir, et tout à fait, et sage-femme de profession. De profession. Et nous avons avec nous Madame Marie-Claude Joseph, qui elle est éducatrice spécialisée de profession. Tout à fait. Et vous êtes régulatrice de la plateforme territoriale d'appui et vous coordonnez la spécialité troubles respiratoires. Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous dire que cela reste normal de commencer par une présentation, n'est-ce pas, du GIP Raspeg. Je sais que le docteur Romuald y est depuis le début, n'est-ce pas, et donc expliquez un petit peu aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est que le GIP Raspeg. Alors, le GIP Raspeg a commencé une aventure déjà en 2002. Alors, réellement en 2004, en termes de groupement d'intérêt public, signature en préfecture le 28 septembre 2004, et qui a été d'ailleurs le GIP qui a porté le réseau Addiction Guadeloupe. Donc en septembre 2004, et ce GIP a intégré un certain nombre d'autres activités, notamment une action de santé publique qui a été la CEDOS, qui était une cellule d'évaluation des dépendances pour les personnes sous main de justice, et ensuite a intégré d'autres réseaux, notamment le réseau Périnat, et ensuite l'ensemble des réseaux, à savoir le réseau Périnat, le réseau diabète, le réseau HTA, le réseau asthme, le réseau Grandir, et je ne pense pas que j'ai oublié, et puis d'autres activités telles que les 3C, avec le réseau Cancéro, Caru-Onco. Alors, juste avant d'entrer en studio, une charmante dame qui était juste à l'entrée de Canal 10 nous a demandé, mais déjà, GIP Raspeg, ça veut dire quoi? Alors, c'est le groupement d'intérêt public, réseau et action de santé publique en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est l'ensemble, c'est sur toute la Guadeloupe. Et on ne dit pas les dépendances, on dit maintenant les îles du Nord, qui demeurent sous la coupe de la santé, donc de l'ARS, et donc ils sont intégrés donc au GIP. Alors, mesdames, chacune d'entre vous... C'est vrai que j'ai peut-être pas terminé sur le GIP Raspeg. J'ai dit les réseaux, donc on s'est arrêté là, mais c'est vrai qu'il y a eu depuis 2016 la plateforme territoriale d'appui qui est venue compléter ses missions avec d'autres activités telles que l'éducation thérapeutique du patient. Alors donc, justement, entre les deux, en fait, pour ne pas vous mentir, je pensais, pour moi, le GIP Raspeg et la plateforme territoriale d'appui, pour moi, c'était une seule chose. Je n'avais pas compris un peu Et je pense que si je n'ai pas compris, vous, téléspectateurs, nombreux d'entre vous, vous êtes peut-être dans la même difficulté que moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est une entité juridique. Voilà. C'est comme si vous avez une entité qui va... c'est une entité qui porte les finances, le financement, et qui va administrer un certain nombre d'activités et de structures que sont des réseaux, je viens de vous dire, qu'est la PTA et d'autres missions qui peuvent être l'éducation thérapeutique, par exemple. Par exemple. Mais c'est vraiment une entité juridique qui gère. Voilà, qui gère administrative et financière. D'accord. Voilà. Aussi logistique. Voilà, bien sûr. Justement, mesdames, chacune d'entre vous coordonne une ou plusieurs spécialités. Est-ce que vous pourriez chacune nous présenter ces spécialités-là et nous dire comment ça se passe? Alors, moi, je suis coordonnatrice administrative et d'appui. Je suis en charge de l'assistance au parcours des enfants en obésité au sein du réseau Grandir, mais je suis aussi en charge des patients diabétiques au sein du réseau Diabète. Alors, donc, au niveau du réseau Grandir déjà, nous sommes dans la prise en charge globale, pluridisciplinaire des enfants qui présentent un surpoids
ou une obésité. Déjà, quand on dit enfant, est-ce que vous pouvez juste mettre un peu à nouveau l'âge, le crayon? Alors, pour les enfants de 5 ans et pour les adolescents jusqu'à 17 ans. Très bien. Alors, la prise en charge est proposée de façon pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les enfants qui sont inclus au niveau du réseau peuvent bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi avec une diététicienne, avec un psychologue et aussi un professeur en activité physique. Mais en fin de compte, si vous voulez, le cœur de métier, même au niveau du réseau Grandir, c'est un programme qui vise à aller vers l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire pouvoir emmener les enfants, accompagner de leurs parents vers des changements, vers des transformations dans leurs habitudes, qu'elles soient alimentaires ou comportementales. Je suppose que ça demande une grosse et grande organisation, à la fois pour vous, mais pour le parent. Oui, tout à fait. Mais je voulais quand même dire qu'au niveau du réseau, nous avons une équipe, c'est la cellule de coordination, avec un coordonnateur médical, à la personne du docteur Wale Kangambega Château-Dega, ainsi qu'une secrétaire administrative et d'appui en la personne de Madame Yannick Suédois. Et nous avons aussi un assistant administratif et d'appui, Madame Romuald Nadia. Très bien. Vous nous avez parlé beaucoup de cette spécialité d'obésité pour l'enfant. Vous ne nous avez pas dit beaucoup sur le diabète. Alors, j'y viens. Alors, pour le diabète, nous prenons en charge, c'est-à-dire nous participons dans la prise en charge du patient diabétique au niveau du territoire Guadeloupe, en proposant justement un programme d'éducation thérapeutique du patient intitulé Comprendre son diabète pour mieux le maîtriser. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de programme d'éducation thérapeutique, nous proposons aux patients si vous voulez, de développer des compétences, des capacités, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire, ainsi que des savoir-être, pour pouvoir justement mieux maîtriser ou bien assurer une meilleure qualité de vie avec la pathologie du diabète. Très bien. Madame Nadessin, vous coordonnez deux spécialités, périnatalité et addiction. Deux métiers, je rappelle que vous êtes sage-femme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces deux spécialités que vous gérez, que vous coordonnez? Alors, je coordonne deux réseaux, donc la périnatalité, le réseau périnatalité et le réseau Addiction Guadeloupe, effectivement avec le docteur Romuald ici présent. Et donc, au niveau du réseau Addiction, donc, nous accompagnons les patients en les orientant vers les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui sont sur le territoire jusqu'à Saint-Martin, et en leur permettant de bénéficier de prestations dérogatoires du réseau Addiction et puis, bon, désolé, et nous organisons aussi des formations pour les professionnels de l'addictologie. Nous faisons des campagnes de prévention, toujours en coordination avec les professionnels qui sont sur le terrain pour mieux accompagner les patients qui ont besoin de soins et d'avoir un vrai parcours de soins en addictologie. En ce qui concerne, peut-être que le Dr Romuald pourra élaborer un peu plus, mais en ce qui concerne le réseau Périnat, donc nous avons pour but d'améliorer la prise en charge donc, de la femme enceinte, et nous accompagnons aussi les professionnels dans cette prise en charge. Alors, comment, pour les patientes en difficulté, par exemple, la grosse difficulté pour nous en Guadeloupe, c'est l'accès aux droits. Beaucoup de patients n'ont pas leurs droits ouverts et ça freine leur prise en charge. Donc, nous organisons avec des assistantes sociales mandatées par le réseau pour aider les patientes à monter les dossiers et pour avoir leurs droits à l'assurance maladie. Nous orientons aussi les femmes qui ont besoin d'une prise en charge diététique lorsqu'il y a l'obésité qui est une pathologie qui peut embêter la poursuite de la grossesse. Voilà, donc nous avons des prises en charge diététiques, nous avons des prises en charge psychologiques pour les femmes qui ont besoin de soutien psychologique pendant leur grossesse. Nous accompagnons aussi les femmes de Marie-Galante, puisque depuis la fermeture de la maternité de Marie-Galante en 2012, donc, nous avons mis en place une collaboration et des conventions avec des hébergeurs qui nous permettent d'accueillir les patientes de Marie-Galante à partir de 38 semaines
pour pouvoir attendre la naissance du bébé. On peut aussi, et on prend aussi en charge les patients de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui ont à ce moment-là, qui viennent en Guadeloupe, parce qu'elles ont besoin d'un niveau 3. Vous savez, les maternités sont de plusieurs niveaux, et le niveau 3, c'est pour les grossesses très à risque. Et donc, lorsque les femmes viennent de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisées, donc on leur propose l'hébergement pour qu'elles soient au plus près des spécialistes qui peuvent prendre en charge leur grossesse. Madame Marie-Claude Joseph, vous êtes éducatrice spécialisée de métier et vous coordonnez la spécialité troubles respiratoires. Déjà, quand on dit troubles respiratoires, ça correspond à... Alors, les troubles respiratoires au niveau du réseau respiralisé, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'accord. Eh bien, nous prenons en charge des patients qui souffrent d'asthme et d'apnée du sommeil. Donc, l'asthme, c'est une maladie qui a une prévalence très forte en Guadeloupe. Je crois qu'en Guadeloupe, dans chaque famille, il y a au moins un asthmatique. Et c'est une maladie qui fait peur, puisque quand on fait une crise d'asthme, souvent, on arrive aux urgences à l'hôpital. Donc, alors, effectivement, nous aussi, nous avons un programme d'éducation thérapeutique. Donc, vous vous rendez compte qu'au niveau d'où tous nous avons, on parle de programme d'éducation thérapeutique, puisque qu'est-ce que ça? C'est pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir se prendre en charge, de comprendre d'abord sa maladie. Il faut qu'il la comprenne pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire au moment qu'il y a à faire quelque chose. Donc, au niveau de l'asthme, c'est-à-dire expliquer aux patients pourquoi il a de l'asthme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ses poumons, et surtout reconnaître ce qu'on appelle les premiers signes, pour ne pas laisser la crise arriver. Aussi, apprendre à prendre ses médicaments, ce qu'on appelle d'observance, et au niveau du diabète, c'est pareil, parce que c'est l'observance qui fera qu'on ne tombera pas malade, et expliquer aux patients que ce sont des maladies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit l'asthme, toutes ces... Et quand on a une maladie chronique, elle dure pendant un moment. Et il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, je vais arrêter. Donc, on doit prendre ces médicaments régulièrement et comme le médecin l'a prescrit. Et je m'occupe aussi de patients qui... je ne m'occupe pas seule des patients, j'ai une équipe avec moi. Je m'occupe aussi des patients qui souffrent des troubles d'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil est une maladie qui est un peu moins connue. On se rend compte de plus en plus, depuis qu'on s'occupe de cette pathologie, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, en fin de compte, qui souffrent d'apnée du sommeil, sans le savoir. Mais ce qui est intéressant au niveau du GIP, c'est qu'on a tous les réseaux, nous sommes tous ensemble. Et vraiment, l'apnée du sommeil est vraiment la pathologie qui peut déclencher d'autres maladies, comme le diabète. Il y a aussi les addictions, si la personne fume, boit, ça agit sur l'apnée. Une femme enceinte qui peut faire de l'apnée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous ensemble. Et si moi j'ai un patient et quand je commence à cocher toutes les cases, je peux aller revoir mes collègues. Et on fait ce qu'on appelle une prise en charge globale. Du coup, ça devient beaucoup plus efficace parce que on a, j'ai envie de dire, on a la qualité dans un temps limité, rapidement. Et alors, j'allais dire le patient, mais chez vous, on fait très attention. On ne dit pas le patient, on dit l'usager. Alors ça aussi, il faudrait peut-être qu'on en dise un peu plus aux téléspectateurs, puisque je sais que même votre chargée de com, que je salue, Erika, qui a été ma référente pour préparer cette émission, elle me dit: Brigitte, attention, nous, au GIP Raspeg, nous n'avons pas de patients, nous avons des usagers. Alors, c'est vrai qu'un patient, c'est une relation duelle avec son médecin, avec un professionnel de santé. Au GIP Raspeg, nous avons des professionnels qui agissent pour beaucoup en termes de coordination, sauf dans des actions spécifiques d'éducation thérapeutique où nous avons le patient. Mais par exemple, en addictologie, le patient, il ne vient pas au GIP Raspeg. Le patient, il peut appeler, sa famille peut appeler, le médecin traitant peut appeler pour un patient, et on va coordonner les soins, on va améliorer les soins à travers soit des prestations dérogatoires, consultations psychologiques, prestations pharmaceutiques, sophrologie, les lunettes, les soins dentaires, ou au contraire, entrer en contact avec une structure pour un patient qui est en difficulté. On va parler de vulnérabilité différente. Le patient addict, il est vulnérable. Il est plus vulnérable. Et encore plus quand il a des comorbidités psychiatriques, somatiques. On peut prendre quelqu'un qui a un infarctus du myocarde.
et qui est un tabagique, on peut considérer que s'il continue le tabac, il va récidiver dans l'année. Donc c'est un patient qui est fragile, qui est vulnérable. Il faut qu'on fasse en sorte que son suivi soit le plus balisé possible. Donc nous, au GIP Respect, c'est ce qu'on va identifier comme parcours. On va parler de parcours de soins, parcours de santé pour l'usager. Mais c'est vrai que chez nous, il n'est pas patient. Sauf il ne viendra pas me voir. S'il a besoin de me voir, il viendra au CHU, pas au GIP Respect. Tout à fait. Et puis, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, hein, le médecin traitant ou les médecins qui s'occupent de leurs patients, tout ce qui est peut-être médico-social ou social, que le médecin traitant ne peut pas ou n'a pas le temps de faire, au GIP Respect, on peut accompagner... Oui. On va accompagner. Alors, du coup, c'est pourquoi je parle de prestations dérogatoires, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas trouver à l'hôpital. Des choses qu'on ne va pas trouver chez le médecin traitant en ville. Donc on voit bien qu'on va combler un peu, si on peut parler comme ça, je pense qu'on peut se le dire, combler certainement, parce qu'on sait bien que la question de la continuité des soins du patient est parfois problématique, encore plus quand on a des patients complexes. Hein. Vous savez, quand vous avez un diabète, quand vous avez un asthme, avec d'autres pathologies, avec des problèmes sociaux associés, le patient il n'a pas de logement, il est un peu isolé, c'est une personne âgée, parfois il faut, on a vraiment, même quand on a un médecin traitant, bien dans ses baskets, même dans la pathologie, dans ces pathologies-là, parfois ça peut poser des soucis. Donc nous on est là pour combler tout ça, pour mettre en lien, pour trouver des solutions parfois très innovantes, hein, parce que parfois il n'y a pas de solutions toutes faites pour les patients complexes. Et donc le GIP Respect est là pour apporter des solutions. Là parfois on ne voit pas tout de suite des solutions. Alors on dit que le GIP Respect, oui, c'est d'abord informer, ensuite orienter, soutenir les usagers, mais quand on dit tout ça, hein, soutenir, informer, orienter, ça veut dire que vous êtes en relation non seulement avec le médecin traitant, mais aussi avec les structures, avec les hôpitaux, avec les cliniques. Nous sommes en relation avec d'autres structures, les professionnels de santé. En fin de compte, c'est un maillage au niveau du territoire. Ouais. C'est-à-dire que, comme il vous a dit, Dr Romuald, il y a un parcours de santé qui est prévu pour le patient et nous avons plusieurs intervenants qui, justement, interviennent pour le patient. Donc chaque personne a son rôle. Alors, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes organisés pour nous faire connaître par toutes les instances, comme le conseil départemental, les structures telles que les MAIA, les centres de soins d'accompagnement en prévention d'addictologie. Et à ce moment-là, lorsqu'on a l'usager nous interpelle, ou bien le professionnel, le médecin nous interpelle, on se réunit et on oriente le patient vers les différentes structures, quitte à appeler nous-mêmes les structures et mettre en lien le patient. Voilà. Très, très bien. Ça. Exactement. Donc, en fait, nous, on essaie de chercher des solutions les plus innovantes pour que le patient ne puisse pas être en rupture. Alors, pour terminer avec l'éducation thérapeutique, on a trouvé quelque chose. Par exemple, les enfants asthmatiques, ils vont à l'école toute la semaine. Le mercredi, ils vont au catéchisme ou bien au sport ou à la musique. Le samedi, donc des fois, on ne peut pas les voir. Or, ces enfants-là posent problème. Les médecins n'en peuvent plus. Et surtout, à l'école, l'éducation nationale, un jour, nous a appelés avec des infirmières, se plaignaient d'enfants qui font des crises à l'école et puis qu'elles ne savaient pas gérer. On a mis l'éducation thérapeutique à l'école. C'est-à-dire que, grâce en partenariat avec l'éducation nationale, les infirmières repèrent tous les enfants asthmatiques, mais pas... vous savez, tout le monde est asthmatique, hein, mais je dis que le diagnostic a été posé. Ça veut dire que le médecin a dit que cet enfant est asthmatique. D'accord ? Donc, elle va réunir... Et au lieu qu'ils viennent à l'UETP, c'est où se passe l'éducation thérapeutique, au GIP Respect, nous, on va se déplacer. L'équipe va se déplacer, va venir rencontrer les enfants dans leur école. Donc, c'est mettre en place aussi ce jour-là, avec les maîtresses, avec tout le corps professionnel, comment on peut prendre ces enfants, les faire sortir dans différentes classes pour qu'on puisse les éduquer. Alors, quand on parle aussi de coordonner, ça amène... On a mutualisé tous les réseaux, et ça amène à donner de la naissance à la PTA, à la plateforme territoriale d'appui. Donc, Dr Romuald a parlé justement quand on peut arriver à présent, maintenant, des bébés, la femme enceinte, qui n'est même pas reconnue, et maintenant jusqu'à. Donc je dis... Alors, ça veut dire qu'un médecin en difficulté, il a devant lui un patient,
une personne âgée, par exemple, puisque la Guadeloupe devrait savoir que dans moins de 20 ans, on sera le pays le plus vieux. Donc, c'est pas dans 10 ans qu'on va se préparer. On commence à se préparer. On a intérêt à se... C'est maintenant qu'on doit... Les statistiques le montrent, mais bien. Donc, on est en train alors, je vais vous dire que nous, on est en train de se préparer, puisqu'on est innovant, parce qu'on a mis en place... donc, je t'expliquais d'abord c'est quoi la PTA. C'est-à-dire, un médecin se trouve en difficulté avec une patiente ou un patient, une personne âgée, isolée. Les enfants sont en France. Et puis, cette personne, il ne comprend pas trop... il lui donne un traitement, mais il nous demande d'essayer d'aller voir ce qui se passe de quoi. Très bien. On peut voir par exemple que cette personne, alors que le médecin n'avait pas dit ça au départ, on se rend compte que cette personne a une baignoire, c'est une personne âgée, on sait qu'il y aura une chute. Donc, nous, dans notre diagnostic, notre évaluation, on va dire, il y a risque de chute, donc il faudrait penser à enlever cette baignoire. Donc, on peut anticiper. À ce moment-là, on sait qu'il y a des structures qui existent sur le territoire qui sont là pour justement aider, si la personne au niveau finance ne peut pas, qui pourra aider cette personne à enlever cette baignoire et à mettre une douche. Notre rôle, c'est de rentrer en contact avec cette structure, le conseil départemental, le conseil régional, et pouvoir aider cette personne à monter un dossier. À faire les démarches qu'il faut pour. Alors souvent... il y a aussi, par exemple, un médecin dit j'ai fait une demande d'APA. Alors, l'APA, c'est une aide. Et puis, les personnes doivent porter des papiers et tout. Et puis, quand le médecin les revoit 2 mois après, l'APA n'a toujours pas été mis en place. Le médecin me dit il nous appelle, mais je ne comprends pas. Et nous, en fait, on se rend compte que les patients, des fois, ne comprennent pas. Le langage administratif est très compliqué. D'accord ? Quand il dit oui au médecin, le médecin a compris. Non. Il n'a pas compris. Et quand on discute avec lui, on comprend qu'il n'a pas compris ce que le médecin a dit. Donc, c'est nous à décrypter et l'accompagner. Donc, tu dois mettre ce papier-là. Tu vas me chercher ce papier. Maintenant, ton dossier est bien monté. Très bien. Mais tu vas voir cette dame à tel endroit. Elle t'attend. Elle va déposer ton dossier. Parce que toutes les administrations nous disent ce qui ralentit un dossier, c'est qu'il n'est pas... Il manque des... Il n'est pas... Donc, on pas complet. On le dépose. Voilà. Donc, passe à autre chose. Et notre rôle, nous, c'est de faire en sorte que les dossiers soient bien complets pour qu'ils, justement, ils puissent passer devant les commissions. Et avoir une positivité et que ça se fasse rapidement. Voilà. Donc, nous sommes dans un accompagnement du patient, de l'usage. On ne perd pas le fil. Tout à fait. On ne le perd pas. On va marquer une courte pause et on va se retrouver juste après. Mais si vous êtes d'accord. Tout à fait. Docteur Romuald, vous êtes le seul homme du plateau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis là pour valider. Alors, tout de suite, place à la pause.